Mesdames, Messieurs, nous entrons dans ce débat ce matin pour parler justement du Code noir. Des militants antiracistes souhaitent que la statue de Colbert trônant devant l'Assemblée nationale française soit déboulonnée. L'ancien ministre de Louis XIV est à l'initiative en 1685 du Code noir qui a légiféré l'esclavage. L'historien Frédéric Régent en appelle à un débat de fond du côté de la France. Lors de la manifestation en mémoire d'Adama Traoré le samedi 13 juin dernier, des manifestants ont voulu cibler la statue de Jean-Baptiste Colbert installé devant l'Assemblée nationale. L'ancien ministre de Louis XIV a été à l'initiative en 1685 du Code noir qui a légiféré l'esclavage dans les colonies françaises. Jean-Marc Ayrault, actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et ex-premier ministre, a également demandé samedi de rebaptiser une salle Colbert à l'Assemblée nationale ainsi qu'un bâtiment de Bercy portant son nom. En réponse, le président français Emmanuel Macron a affirmé dimanche lors d'une allocution télévisée que la République n'effacerait aucun nom ou aucune trace de son histoire. Fin des citations. Eh bien, il existe deux versions du Code noir. La première version a été élaborée par le ministre de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, qui a vécu entre 1616 et 1683. Il fut promulgué en mars 1685, il faut le dire. Il était mort 2 années avant, par Louis XIV. La seconde version fut promulguée par Louis XV au mois de mars 1724. Les articles 5, 7 et 8 et 18, 5, 7, 8, 18 et 25 du Code noir de 1685 n'ont pas été repris dans la version de 1724. L'article 5, pour vous qui êtes à la maison, déclare ceci. Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine à une peine de punition exemplaire. Article 7 déclare ceci. Leur défendant pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise aux 10 jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront sur le marché et d'amende arbitraire contre les marchands. On parle bien sûr des marchands d'esclaves. Article 8, qui a été également effacé dans la seconde version, déclarons nos sujets qui ne sont pas de religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable. Déclarons, il faut le dire, bâtards, les enfants qui naîtront de telles conjonctions que nous voulons être tenus et réputés. Tenons et réputons pour vrai concubinage. L'article 18, qui a également été effacé dans le second, défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre, parce que là-dedans ils écrivent canne de sucre, pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leur maître, à la peine du fouet contre les esclaves de 10 livres. Tournoi contre le maître qui l'aura permis et de pareilles amendes contre l'acheteur. L'article 25 déclare, en somme, seront tenus les maîtres à fournir à chaque esclave pour chaque année, 2 habits de toile ou 4 aunes de toile au gré des maîtres. Il faut préciser par ailleurs donc aujourd'hui que dans ce code, il y avait pas mal de choses qui étaient dites. Et bien sûr, c'est les maîtres qui pouvaient donner un petit habit, il faut le dire comme ça, par an, il faut le dire, à son esclave. Voilà donc Jean-Baptiste Colbert, dont la statue trône justement face à l'Assemblée nationale et dont Macron a dit haut et fort, la République n'effacerait aucun nom ou aucune trace de son histoire. Je me tourne d'ailleurs vers Robert Simo qui vient d'arriver. Robert Simo, bonjour. Simo, voilà, il a dit de Robert, il s'appelle Simo. Simo, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Oui. Pour un sujet aussi important au moment où on vient de tuer un noir américain aux États-Unis et pour lequel le chef d'État français vient de faire une déclaration malheureuse. Ça démontre à suffisance que l'Afrique est encore entre les mains des voyous qui ne veulent pas se laisser libérer. Et malheureusement pour nous, en Afrique, on voit encore des rues qui portent le nom des Français. Des statues, des effigies qui portent des esclavagistes qui sont venus piller, tuer des Africains et on commence à continuer à les vénérer. C'est malheureux et j'interpelle ici tous les Africains qui prennent leur responsabilité et commettent un terme à cette histoire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Des gens qui nous ont pillés, violés, tués, on leur dresse des avenues, on leur dresse des effigies, vous verrez en Afrique des écoles qui portent le nom école université de Marseille, hôtel française, tout ça là, c'est malheureux. Il faut que les Africains se décolonisent mentalement.
et sortent de l'esclavage. Parce que nous, on est rentrés en prison et nous-mêmes, on détient les clés. Tant qu'on ne va pas ouvrir les portes pour sortir, ce sera malheureux pour nous. Président Wada, quelle est votre réaction justement avec cette déclaration de Macron? La République n'effacerait aucun nom ou aucune trace de son histoire. Et Jean-Baptiste Colbert fait justement partie de cette histoire, selon Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui vous surprend? Monsieur Macron a déjà dit quelque chose de bon. Rarement il dit de bonnes choses, monsieur Macron. Rarement dans ses allocutions, depuis qu'il parle ce monsieur, il dit rarement de bonnes choses. Donc je ne suis pas surpris. Et deuxièmement, il ne faut pas personnaliser le débat sur le racisme en France et le centrer sur la personne exclusive de M. Macron. La France est un pays qui a un fond raciste puissant. La France a un fond raciste, comme la plupart des pays européens. La France ne s'est pas encore guérie de la pathologie raciste, qui la détruit de l'intérieur et la ronge, comme tous les pays occidentaux. Donc, je dis, c'est une pathologie, c'est un cancer. Malcolm X, Luther King, appelait ces choses-là le cancer. Donc, et ce cancer, c'est métastasé depuis la nuit des temps. Je ne sais pas s'ils peuvent se guérir, si les pays occidentaux guériront un jour de ça. Hein. Moi, je ne crois pas. Parce que cette phrase de Macron, c'est le président français, il connaît très bien la psychologie de son peuple, de son pays. Il sait très bien qu'on ne peut pas séparer l'histoire de la France de ce qu'on appelle les gangs racistes. Le gang raciste. Il le sait très bien. Et tous les présidents français sont d'accord avec M. Macron là-dessus. Tous les présidents français. Dans chaque président français, gît un petit racisme à l'intérieur de lui. Dans la plupart des Français, gît à l'intérieur de le racisme, c'est-à-dire le sentiment que le noir n'est pas un être humain. Je dis que dans tout Français, et vous allez trouver, rares sont les Français, rares sont les Occidentaux. Je dis population comme dirigeants, députés, hommes d'église, rares, vraiment, rares, sont ceux qui n'ont pas à l'intérieur de le raciste là qui gît là, cette pulsion et qui n'attend que les moindres occasions pour s'exprimer. C'est clair. Donc, M. Macron n'a fait que, une fois de plus, reconnaître à travers sa sortie ce que l'Occident est. C'est-à-dire de par son essence. Ça, c'est un. Deuxièmement, tout à l'heure, je vous ai écouté citer les différents articles du Code noir où, je sais, il y a un vieux débat entre Colbert et Louis XV pour savoir qui des deux, dans sa version, était plus progressiste. Ni Colbert, ni Louis XV. Personne n'est progressiste. Vous savez, il y a eu quelques années, il y a eu à Yaoundé un colloque, un symposium qui a été parrainé évidemment par l'ambassade de France sur le bicentenaire de la Révolution française. Et on était revenu sur la question du Code noir. Et l'ambassadeur français, dans son discours introductif, célébrait le Code noir comme étant un progrès. Ça veut dire quoi? Il dit que non, le Code noir, oui, d'accord, c'était mauvais, mais d'abord, l'époque, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Et deuxièmement, même quand on se met dans un contexte, le Code noir a permis quand même de légiférer. C'est-à-dire que désormais, le droit, l'esclave sortait de l'informel pour devenir objet de droit. Et à partir de là, le droit, par ce mécanisme-là, il sortait du néant. Et que le Code noir, malgré tout, était un progrès et le protégeait. Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été comme ça. Donc du coup, on va dire non, Louis XV était plus progressiste que Colbert. C'est un faux débat. Le Code noir, c'est un crime contre l'humanité. D'ailleurs, c'est reconnu. La France a voté dans son Parlement, je crois que c'est la loi Taubira, pour dire que bon, l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Sauf que c'est le seul crime qui n'a pas d'auteur. C'est-à-dire, c'est le seul crime au monde où il n'y a pas de responsable. C'est-à-dire, on dit, il y a crime, il n'y a pas de responsable. Donc, or, le principe, même l'idée d'un crime, oui, surtout quand il a déjà été consommé, c'est que ce crime-là est des responsables. Qu'on dise que bon, les coupables de ce crime s'appellent tels. Les voici. L'esclavage n'a pas de coupable. On dit que non, crime contre l'humanité. Et la France vante comme d'habitude, dit que non, vraiment, en cela, elle est dans sa tradition droit de l'hommisme, d'universalisme, pour avoir le rang de rare pays à avoir fait voter cette loi qui a changé les relations internationales dans le monde. N'importe quoi. Est-ce que la loi a empêché en France que le racisme continue à être la maladie de la France? Est-ce que cette loi-là, la loi Taubira, empêche ça? Au contraire, il y a toujours une croissance du racisme. Plus les jours passent, plus la France est raciste. Et le plus grave, c'est que ça investit profondément le cœur de l'État français. Allez visiter les lois sur l'immigration. C'est une honte. C'est-à-dire, les dirigeants français, pour contrer l'extrême droite en France, a dit que sont complètement décomplexés et toutes les lois sur l'immigration
le racisme. C'est-à-dire, ça peut. Dans un monde sérieux, la France serait traduite devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire qu'elle viole toutes les lois anti-immigratoires en France, viole ce que vous appelez Charte des Nations Unies. N'allons même pas chercher Colbert loin, laissez-le de poser. C'est qu'aujourd'hui, le Colbert d'aujourd'hui, c'est M. Macron. Le Colbert d'aujourd'hui, ce sont les députés français. Le Colbert d'aujourd'hui, ce sont les ministres français. Ce sont même une grande partie des populations françaises blanches qui, jusqu'à présent, tous les militants de Saint-Bois, si vous mettez de côté le parti de Mme Le Pen, si vous mettez de côté ceux qui sont là pour des raisons économiques, quel est le fond de ce parti? D'abord, ce n'est pas le seul parti qui est comme ça en France, mais quel est son fond? Puisque c'est le plus grand parti de France. C'est quoi? C'est la théorie de l'inégalité des races qui est au fond de l'affaire là. C'est que, et beaucoup de Français vont dans ce parti aujourd'hui parce qu'ils estiment que ce parti-là est le seul à assumer ouvertement le racisme. On justifie la situation de la France, la misère qui est en France, par le fait de l'avènement des étrangers. On a même dit que les étrangers ont envahi la France. Mais le Pen dit il y a la submersion. C'est-à-dire que la France est submergée par un flot de nègres qui effraient les Français, les Français de souche, qui les font peur et qui les donnent des crises cardiaques. C'est-à-dire que quand on voit ces bains noirs dans les rues de la France, il y a des personnes françaises de souche qui peuvent attraper une crise cardiaque. Et Marine Le Pen, c'est ça qui est le fond du discours. Elle au moins dit ça ouvertement. Mais le parti de M. Macron, même les partis socialistes en France, ils le pensent sans le dire. Donc, il ne faut pas aller chercher Colbert loin. Le colbertisme est d'actualité en France, du moins sur la question du Code noir. Le colbertisme est d'actualité en France. Quels sont même les fonds? Quand on parle d'actualité, je vais encore être même plus précis. Colbert en 65, en 1685, qu'elle décide de légiférer sur le Code noir. Pourquoi? Vous avez expliqué. Il fallait justement qu'il y ait une loi pour gérer la gestion des colonies en Amérique latine. Oui. Saint-Domingue, tous ces consorts, Haïti, tous ces pays-là. Et le Dom-Tom. Dom-Tom. Il fallait gérer ça. Ça devenait invivable. Colbert, donc, prend cette loi. Mais il fallait aussi gérer le problème des esclaves domestiques en France. C'est-à-dire que les Blancs qui avaient des esclaves comme les maîtres de maison, les consorts, tout ce que vous voulez, des domestiques et tout. Il a donc légiféré. L'une des phrases majeures de ce code, c'est quoi? C'est que le noir, c'est un bien meuble. Oui, c'est justement. Il faut le dire. Donc, quand nous parlons de lui, les fondements, ce qui est dans le statut de cette affaire, c'est qu'on dit que l'homme, qu'on appelle le noir, c'est un bien meuble. C'est-à-dire qu'il est assimilé à c'est-à-dire il n'est pas différent d'une paire de lunettes, il n'est pas différent d'un banc, d'une chaise, d'ailleurs, d'une chaise, d'un animal. Donc, c'est ça, ça veut dire. Parce que ça allait dans c'était la continuité de cette logique qui disait que l'homme noir n'est pas un être humain. Donc, il faut le civiliser. Donc, c'est un animal qui ne peut devenir humain que s'il passe par la médiation de la civilisation occidentale, dont le christianisme, par exemple. Donc, tant qu'il n'est pas christianisé, catholique, apostolique, romaine, il faut bien préciser. Même les protestants. Même ceux-là. On n'est pas c'était interdit. Tous ces gens-là, oui, même après, tous ces gens-là sont entrés dans tout ça. C'est-à-dire que, pour qu'il devienne humain, il faut qu'il soit civilisé et christianisé. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'il porte sa croix, il doit souffrir dans sa chair. C'est-à-dire, comme le Christ avait été crucifié, le noir doit connaître un parcours de crucifixion. Il doit passer par un Golgotha. C'est quoi? Il faut qu'il travaille dans les champs d'esclaves. Parce que l'esclavage, en souffrant, le christianise et le rend humain. Donc il faut bien comprendre ce qu'il y avait derrière. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, la politique étrangère de la France, la politique de la France-Afrique, la globalisation, tout ce système international, c'est quoi? C'est que les Africains ne sont pas des êtres humains. Il faut qu'on les globalise. Il faut qu'on les mondialise. Il faut qu'on les démocratise pour qu'ils adviennent au statut d'humain. Et les gouvernants sont jugés sur ce baromètre-là. Mais, vous allez voir, ça continue toujours. Parce qu'aujourd'hui, les catholiques, les protestants, tous ces groupes religieux-là, disent qu'il faut démocratiser l'Afrique. Ils disent que même le christianisme se confond avec les droits de l'homme. Vous voyez comment ça continue de 1685 jusqu'aujourd'hui, depuis Colbert jusqu'aujourd'hui, ça continue. La matrice théorique, idéologique, n'a même pas bougé d'un seul pouce. Deuxième chose, il faut alors qu'on les capitalise. C'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droit de l'homme sans système économique, il appelle ça néolibéral, capitaliste. Or, c'est quoi le capitalisme aujourd'hui? C'est une dose maximale de souffrance pour les populations. Les populations souffrent dans leur chair. Elles travaillent beaucoup et elles sont pauvres.
elles sont pauvres. Et le stade suprême de cette souffrance, c'est le Covid. C'est-à-dire que maintenant, Bill Gates dit que maintenant c'est trop ça. Ça dit, vous accouchez trop, c'est trop. Il faut qu'on vous puce, on vous met une puce pour qu'on vous tue quand on veut. Ça te ramène, mon cher Jocelyn, dans la plantation. Le maître d'esclaves, il tuait comme il voulait. Il décidait parmi les esclaves qui doivent vivre aujourd'hui et qui doivent mourir. Justement. Il décidait qui était belle femme et l'air de femme. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, vous voyez donc, de Colbert jusqu'à aujourd'hui, à Bill Gates, qui est le stade suprême du racisme, n'est-ce pas? Le fond est le même. Le noir n'est pas un être humain, de deux. Et si tu n'es pas capable de rendre celui qui est le patron, le capitaliste, riche, tu n'es pas un être humain. Justement, c'est le problème que nous avons. Simo, on a vu d'ailleurs des militants antiracistes dans toute l'Europe renversés, il faut le dire comme ça, aller même jusqu'à toucher à la statue de Winston Churchill du côté de l'Angleterre, renversés en tout cas. On leur a interdit d'ailleurs de le faire. Ces derniers temps-ci, c'est le problème que nous avons en tout cas du côté de l'Europe. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut que tous les vestiges du racisme soient renversés. Merci Ngos. Je voudrais déjà dire bonjour à mon frère Bandakani parce que je ne sais pas ce que tu avais déjà présenté les connaisses. Je vais déjà présenter le bonjour, ce qui est sûr, monsieur Jocelyn, on ne donne pas l'ordre au chat de veiller sur la souris. Il dit bien, on ne donne pas l'ordre au chat de veiller sur la souris. Oui. C'est comme il mange. C'est que Macron. C'est que Macron est en train de faire là. Ça rentre en droite ligne de leurs intérêts. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez 70 ans après, notre porte-monnaie soit entre les poches de quelqu'un d'autre. Et il le gère comme il veut. Un matin, un monsieur se lève pour vous dire que l'éco, c'est mieux. Ça dit qu'on va fabriquer l'argent en France, on va le distribuer en Afrique, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et on continue à se faire. Il est temps que tous les Noirs du monde entier mettent aussi en place leur code blanc. Pourquoi il n'y a pas que le code noir? Pourquoi les Africains ne peuvent pas se mettre en place les Noirs ne peuvent pas se mettre en place pour faire un code blanc, pour pouvoir rembourser ce qu'ils ont fait pendant des décennies, parce que c'est 600 ans d'esclavage. Et ceci dit, tout ce que les gens sont en train de faire comme cinéma, en disant qu'on renverse les statues, on renverse, est-ce qu'on va renverser ce qu'ils ont mis dans leur tête? Les tests qu'ils ont mis en place pour esclavagiser les gens. Renverser le statut, c'est bien, mais c'est que le côté physique de ce qu'ils sont dans leur cœur. Il faut déjà qu'ils détruisent ça en eux. Est-ce que c'est possible? Non. Malheureusement pour nous, c'est encore nous les Africains. Parce qu'on nous a esclavagés, on nous a dit la terre sainte, c'est à Rome, c'est à la Mecque. Or, quelqu'un qui naît quelque part, c'est sa terre sainte. Pourquoi est-ce qu'on doit penser que c'est ailleurs qu'on a nos terres saintes? Non, les terres où on est né, c'est des terres maudites. Non, il faut qu'on se reprenne. Les Africains doivent se reprendre et sortir de ce schéma catastrophe qu'on a installé en eux. C'est pour ça que je dis, quand on parle de ces gens qui ont mis en place le système de... C'est vrai, on nous a brutalisés, on nous a... Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de nous opposer catégoriquement en Afrique? J'ai vu ce qui se passe l'autre jour, on a tué un noir américain aux États-Unis. Quel est le chef d'État africain qui sait même prononcer cette histoire en Afrique? Or, c'est nous. Dans aucun pays africain, on a manifesté. En dehors de quelques pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des Africains? Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais comprendre. On a beau dire, les Blancs, en Asie, c'est la même chose. Partout, dans le monde entier, ce sont les Noirs qui sont agressés, violés, tués et tout. On regarde, on ne dit rien. Je pense qu'il est encore mettre en place un code blanc. Les Noirs mettent en place un code blanc pour mettre un terme à cette histoire qui continue à décimer l'Afrique. Oui. Parce que si on ne fait pas attention, nos enfants démons seront à la merci des autres. Je dis pourquoi. Regardez par exemple, il y a quelques jours, on nous parle d'un blanc qui a réussi à faire en sorte qu'un noir, un certain Takam, tue son épouse, seulement parce que la femme arrive aux États-Unis, elle trouve un vieux blanc qu'elle appelle chéri, et puis du coup, la femme va au tribunal, demande le divorce, et on confisque la maison de monsieur, on confie la garde de l'enfant au monsieur. Le monsieur fâché, il vient ici négocier n'importe comment, parce que c'est extrêmement important ce que je suis en train de dire, pour que les gens comprennent. Il vient ici négocier avec la famille, avec la belle-mère en disant non, mon épouse, je n'ai aucun problème avec elle. Il est fait venir du Cameroun. Là,
l'envoyer à l'école aux États-Unis. Elle a eu du travail. On a 3 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que votre fille décide que désormais c'est avec le blanc qu'elle va vivre? Et moi, dans tout ça, je fais quoi? Rien à faire. La femme a obtenu le divorce. On a chassé le monsieur de sa maison. Elle a gardé les enfants. Un jour, le monsieur, en passant, voit la voiture du vieux blanc devant sa porte. Il est scandalisé. Il est tellement énervé. Il n'arrive pas à se contenir. Il décide d'en finir avec cette femme. Moi, je dis à la place de cet homme, j'aurais fini avec et la femme et le blanc. Et je ne me serais jamais donné la mort. Le drame, c'est qui s'est donné la mort. Et je dis encore, ça interpelle ici tous les Africains qui comprennent que le complexe du colonisé nous habite encore. Il faut que nous, on se décolonise complètement. Monsieur Ngos, vous appelez Jocelyn, c'est bien. Mais Jocelyn, c'est qui? C'est quoi? Commençons par là, avant de parler des autres. Nous-mêmes, on a fait quoi pour sortir de ce schéma qu'on nous a imposé? Est-ce qu'on nous a demandé de rester là-dedans? C'est nous qui continuons à... Si on refusait un temps soit peu cette colonisation qui est restée dans nos gènes, je pense qu'on s'en sortirait et les Blancs comprendront qu'ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Mais tant qu'on... Le matin, vous sortez, vous allez à l'église, on dit Jésus, vous dites OK, on dit Mohamed, vous dites OK. Vous voulez qu'on sorte de là comment? On nous a mangé le cerveau. On nous a embrigadés dans des structures qui ne nous concernent pas. Je ne sais pas si un arbre a plusieurs racines. Un arbre a une seule racine. Monsieur Ngos, il ne me souvient pas que vous avez plusieurs racines. Vous avez une seule racine qui sort de votre gène, là où vous êtes né. Ce sont vos racines. Vos racines ne se trouveront jamais à la Mecque ni à Rome. C'est là où il faut commencer. Décoloniser notre base spirituelle. Rentrer dans nos gènes. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas d'aller dire, oh, les Mohamed, les machins. Non. Sortons de là et on va se décoloniser. C'est là où on a commencé. On a commencé par nous foutre dans les religions. On nous a imposé ça. Et on nous a fait des esclaves. On a suivi par l'école, par l'administration, partout et tout. On est resté là-dedans. Il faut sortir de là avant de dire aux Français de nous libérer. Si on ne sort pas nous-mêmes, ça va être compliqué. Parce qu'une armée, c'est d'abord le général qui est devant, qui donne l'ordre aux autres d'obéir. Tant qu'on n'a pas quelqu'un qui décide qu'il faut sortir de la colonisation, c'est pas les autres qui vont le faire. J'ai dit tantôt qu'on ne donne pas l'ordre au chat de veiller sur la souris. Ce n'est pas possible. Donc commençons par le commencement. Sinon ça va être compliqué. On a beau dire Colbert, tout ça. Colbert, c'est qui? Ce sont mes ancêtres. Pourquoi je devrais parler d'eux? Ce sont leurs intérêts. Ils doivent protéger leurs intérêts. C'est à nous de défendre nos intérêts aussi. C'est pas de dire Colbert, tout ça. Macron fait ce qu'il a à faire. Il faut qu'il défende la France. Il était mis là pour défendre la France, pas pour défendre l'Afrique. Si nous-mêmes, on ne prend pas en charge nos valeurs, ce n'est pas eux qui vont le faire à notre place. Je suis désolé, on a beau dire, demain vous allez voir 10 000 personnes dans une église, catholique, protestant, dans les mosquées tous les vendredis. C'est pour louer qui? Mohamed, ce sont nos ancêtres. Jésus, ce sont nos ancêtres. Ce sont nos racines. Non, il faut commencer par là, c'est extrêmement important, M. Ngos. Moi, je le dis parce que je suis né quelque part. La terre où je suis né, c'est la terre sainte. Cette terre ne se trouve pas ailleurs. Ça veut dire que les gens disent que leur terre est sainte. Le nôtre est maudite. Nos terres sont maudites. Et ils viennent chercher l'or. Le diamant, tout ici, à manger en Afrique, sur les terres maudites. Non, il faut qu'on se revoie un peu les conditions dans lesquelles on exerce avec eux. C'est ça qu'il s'agit. Colbert, tout ça, vraiment, je ne veux pas faire de commentaires. Il ne m'intéresse pas. C'est nous-mêmes qui devons sortir de ce schéma où on s'est embourbé. Avec ça, les autres vont nous respecter. Ils sauront qu'on les regarde comme des esclaves, comme ils nous ont regardés comme des esclaves hier. C'est ça qu'ils ont. Parce qu'ils viennent se ravitailler en Afrique. Nous, on ne prend rien là-bas chez soi, sinon rien. Commençons par là. Commençons par dire notre bois, notre or, notre machin, on va le contrôler. Mais c'est Londres, c'est la France qui décide pour le bois. C'est pas on décide partout. Ça dit que le noir est le seul à qui on tourne la tête en son absence. Vous avez bien raison de le dire. Le noir est le seul qui tourne la tête à son absence. On peut également oublier, président Madakani, que Sackville Batman, qu'on a surnommé d'ailleurs la Vénus de l'Afrique du Sud d'ailleurs, hein, elle est morte à Paris en 1815. Elle était justement, comme ils avaient d'ailleurs décidé dans le Code noir, ce bien meuble qu'on exposait. Abouche, que veux-tu? Oui, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, bien sûr, c'était une curiosité. C'est-à-dire que elle était la star d'exposition. C'est-à-dire, on venait regarder si... On ne comprenait pas comment, où est-ce que venaient les rondeurs. Oui, les rondeurs. Et puis, on s'interrogeait sur son humanité. C'est-à-dire qu'on se demandait, est-ce qu'elle est née du ventre de femme? Oui, ou bien elle est tombée d'une planète, certainement. C'est-à-dire, c'était ça la curiosité. La curiosité. Mais, je suis d'accord avec Simon, mais il ne faut pas qu'il réécrive l'histoire.
Les Africains luttent depuis très longtemps contre ça. Il ne faut pas nier les combats qui ont été menés. Tout à fait, tout à fait. Voilà, parce que ça veut dire que toi, tu ne le combats pas. Non, ça veut dire que le racisme a suscité des combats antiracistes puissants. On ne va pas revenir sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis. On ne va pas revenir sur tous les combats que les esclaves ont menés. Des esclaves se sont libérés. Ils ont mené des combats, ils se sont libérés. Ils ont créé des cités d'esclaves. Je pense qu'une grande partie de la Jamaïque, dans les Caraïbes, c'est parce que les Noirs, non seulement ont fait la guerre aux maîtres d'esclaves, mais ils ont quitté les plantations d'esclaves. Ils sont allés construire des cités d'esclaves libres. Donc, le Libéria n'est pas le premier endroit où les Noirs ont conquis la liberté. Le Libéria, c'est un truc qui a été créé par les Américains pour venir peupler, n'est-ce pas, le Libéria. Donc, ces combats continuent jusqu'à aujourd'hui, à travers les combats néo-panafricanistes, à travers tous les vrais mouvements qui luttent contre le racisme. Pas les mouvements suscités par les Illuminati. Les Rockefeller, la Fondation Ford, les George Soros, comme Black Lives Matter. On sait qu'il y a derrière. Il faut distinguer. Donc moi, je suis même content que ça n'a même pas de quoi en Afrique. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce mouvement? Donc il y a les vrais mouvements racistes qui combattent, qui luttent contre ça, dont les combats sont actualisés. Et deuxièmement, il faut être honnête, des présidents africains ont fait une sortie pour demander que la question, par exemple, soit inscrite à l'ordre du jour d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et l'ONU a réagi pour dire que, on va mettre ça à l'ordre du jour pour débattre. Quand ils font des choses, il faut reconnaître ça. Ils ont fait ça. Mais il a raison de manière fondamentale qu'il faut aller plus loin dans le combat. C'est-à-dire aujourd'hui, le combat, c'est de casser ça. Ça doit s'arrêter. Il faut casser ça. Et c'est le rôle de la nouvelle génération aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est très important qu'on entretienne cette mémoire. Donc je salue, ces revendications sont nobles et justifiées. Si la France est le pays des droits de l'homme, elle ne peut pas célébrer des racistes avérés, des gens qui ont terrorisé sur l'égalité des races. Il y a quand même un problème. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes la patrie des droits de l'homme et des libertés, et vous avez des statues, des rues consacrées à des gens qui ont vraiment nié les droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire que ce combat-là, il faut le saluer. Donc, les gens qui mènent des combats antiracistes en France, sérieusement, je dis bien des vrais combats, il faut encourager cela, ça c'est clair. Maintenant, il a soulevé des questions fondamentales, c'est-à-dire que il y a eu ce débat tout à l'heure que vous avez soulevé. Lui qui dit que bon, dès qu'un noir est admis comme étant catholique, bon, il n'est plus, c'est-à-dire... Il n'est plus esclave. Il faut plus le maltraiter d'une certaine façon. Non, il est plus esclave. Il est esclave, il reste esclave, mais... Esclave de maison. Il faut plus seulement le vendre, par exemple, faire ceci, c'est ce qu'il raconte. Mais il faut dire que ce n'est pas nouveau. L'islam, il y a eu ce débat avec l'islam. Quand toute la traite que nous avons subie avec les Arabes, il y a eu cette question, il y a eu des bagarres entre les théoriciens, des idéologues. Il y en a qui disaient que non, dès qu'un noir se convertit à l'islam, il n'est plus un esclave. Et d'autres qui disaient que non, même s'il prie à Allah, il faut un processus pour qu'il soit un être humain. Donc il y a eu ces bagarres-là qui sont fondamentales. Donc moi je dis aujourd'hui, il faut décoloniser nos imaginaires religieux. Oui. Là-dessus, il n'y a pas de débat à faire avec ces mots. Mais il faut le faire sans verser dans des guerres religieuses. Il faut faire attention. La question de la foi, il faut la manipuler avec beaucoup d'attention. Monsieur Simo qui est là, son père l'a appelé Robert. Son père est son ancêtre aujourd'hui. Mais il a décidé, lui, de dire que bon, j'enlève Robert, c'est mon prénom. Moi, les gens ne savent même pas comment j'ai un prénom. Et ça, c'est depuis au moins 15-20 ans aujourd'hui, même 30 ans. Vous connaissez mon prénom? C'est parce que vous avez été très proche de moi. Ils ne savent pas. Oui. Donc pour dire quoi? Pour dire que il faut une interrogation radicale de toutes ces religions qui sont installées chez nous. Y compris même ce que je m'appelle racines. Parce que les racines peuvent être extrêmement tyranniques. Et ça se voit. Nos villages ne sont pas les lieux de perfection. Parce que les racines sont respectées là-bas. Il y a la tyrannie au village. Les chefs sont des tyrans. Il y a beaucoup de chefs qui sont des tyrans, qui exploitent. Donc, c'est un travail global de remise en cause qu'il faut faire. En évitant, justement, de créer des guerres inutiles qui nous freinent, n'est-ce pas, dans le mouvement, dans le combat. Le front commun, il faut l'entretenir. Moi, je n'ai rien contre. Si un Africain estime qu'il croit à Mohamed, mais qu'il africanise en Mohamed, il a raison. Il a fait quoi à la Mecque? Est-ce que la Mecque, c'est une terre sainte? D'ailleurs, même les gens ne savent même pas que la terre sainte est là. C'était en Afrique. Hein. Donc, c'était l'Afrique, c'était peuplé de Noirs, qui ont été exterminés là-bas, dans cet endroit-là. Donc, Rome, c'est quelle terre sainte? Bon, si quelqu'un aujourd'hui en plein 21e siècle croit que Rome, c'est la terre sainte, il est malade. On estime qu'il va se soigner avec le temps.
Donc, c'est clair. Et ce sont des débats, ce sont des combats que les Boussi Boulaga, les M20, tout ça, ont autorisé les Makela, qui demandaient un conseil africain, un conseil africain. Justement, ils posaient la question de la décolonisation, n'est-ce pas, et de la déracialisation, n'est-ce pas, de la religion chrétienne. En tout cas, la religion a son espace. Moi, je ne suis pas un religieux. Donc, nous ne perdons pas à ce niveau-là. Nous sommes dans des combats aujourd'hui où ce qu'on appelle droit de l'homme, là, doit être vrai pour tout le monde. Tout le monde. Mais dans le monde aujourd'hui, on constate que ces droits de l'homme, sur le niveau racial, c'est là où il est grave, sur le plan biologique, on continue à nier à l'homme noir son statut d'humain. C'est-à-dire, avant de commencer à parler même de l'universalité concrète même de cette idée de droit de l'homme, il y a le problème noir qui reste encore d'une brûlante autorité dans le monde. Dans beaucoup d'endroits, que ce soit en Chine, en Russie, partout, en Afrique du Nord ici, on continue à nier que l'homme noir c'est un être humain. Et c'est inacceptable, même en Mauritanie. Ouais, en Mauritanie, là. Il y a encore l'esclavage là-bas. Il y a encore l'esclavage, en Mauritanie. Il y a des blancs certains qui se trouvent blancs, vendent d'ailleurs leurs frères qui sont noirs. Et tout ça, vous d'avoir derrière la continuité du vieux combat opposant les Arabes et les Arabes noirs, autochtones. Ça dit qu'on même précédé la venue de ce que vous appelez quoi, les morts, hein? Les morts. Oui, les morts, oui. J'ai vécu en Mauritanie. J'espère qu'ils ne sont pas morts. Non, les morts avec M-A-U-R-E. Parce qu'il faut être un mort pour traiter son frère comme ça. C'est son frère comme ça. Il faut être vraiment mort pour faire ça. Donc ces combats-là sont là et c'est clair. La question, toutes ces manifestations-là remettent sur la table aujourd'hui la question du noir. Tant que le monde n'a pas réglé ça, il n'est pas un monde. Toutes les matrices idéologiques et théoriques qui parlent de l'homme ne sont des fumisteries parce qu'elles n'ont pas réglé la question du noir. D'ailleurs, le conflit idéologique, philosophique qui oppose l'existence du code noir à la déclaration universelle des droits de l'homme, dont se vante la France, est la preuve de ce que je suis en train de vous dire. Les théoriciens des droits de l'homme disent que non, vraiment, le fait qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation, le code noir, le racisme, le racisme aux États-Unis partout n'annule pas l'universalité des droits de l'homme. C'est faux. C'est-à-dire, à partir du moment où vous acceptez ça, vous tombez dans le racisme c'est-à-dire que le stage suprême du racisme. Parce que le droit de l'homme là, version France, version ONU, c'est le stage suprême du racisme. Tant que nous ne questionnons pas la relation, le rapport qu'il y a entre les droits de l'homme énoncés théoriquement et la réalité des droits de l'homme, à savoir confronté à l'esclavage, à la colonisation, à la globalisation, à la mondialisation, et hier, n'est-ce pas, au code noir, et les rapports de religion au noir, à l'esclavage, tant que ce n'est pas clarifié, les droits de l'homme resteront une fumisterie. Parce que même justement, même à l'ONU aujourd'hui, l'ONU viole sa propre charte des droits de l'homme. Elle viole ça. Parce que c'est elle-même l'ONU qui a dit que les droits de l'homme sont indivisibles. C'est-à-dire que vous ne posez pas les droits politiques, aux droits économiques, aux droits sociaux et aux droits culturels. Quand vous attendez tout le bruit qui est fait dans le monde là, autour des droits de l'homme, vous avez attendu un jour parler des droits économiques? Non, pas du tout. Des droits culturels? Non. Lorsque le Simon, le combattant Simon, le militant Simon, le panafricaniste Simon, pose la question des cultures africaines. Mais ce n'est pas un petit débat. Ces cultures ont été niées, ont été massacrées. Détruites. Justement, détruites par ceux justement, qui parlent des droits de l'homme. L'ONU ne parle pas de ça. La question de l'écologie. Et maintenant, mon frère Jocelyn, la question du droit à la vie. Bill Gates veut nous tuer tous. Bill Gates, il veut nous pousser. Mais l'ONU dit quoi? Bill Gates, c'est une star à l'ONU. Hein. C'est un dieu à l'ONU. Quand il arrive là-bas, Gutiérrez s'élève et le salue. Un criminel. C'est un criminel. Il a tué des centaines de milliers d'Indiens. C'est établi. Il a tué les Kenyans. Il tue les gens dans le monde avec ses faux versets. Mais quand il arrive à l'ONU, Gutiérrez s'élève. Et là-bas, on nous parle de droits de l'homme. Là-bas, on nous parle du combat contre le racisme. C'est qu'elle a fait ça. Donc, c'est un combat intellectuel, c'est un combat philosophique, c'est un combat religieux. Je suis d'accord avec ce mot-là que je suis. C'est un combat spirituel, c'est un combat culturel, c'est un combat économique. Tant qu'on n'intègre pas tous ces combats-là, on va continuer à croire que les valeurs là, que l'Occident vend sont supérieures. Voilà, aujourd'hui, quand les Occidentaux, moi j'ai suivi hier, le ministre des Affaires étrangères français, belge, conduisent une délégation en RDC. Ils disent que c'est un pont aérien pour sauver les Africains qui vont mourir de coronavirus. Et il y a derrière une flopée d'ONG.
qui soutient ces gens-là. Action contre la faim, Médecins du Monde, tous ces ONG-là, c'est impact. Alors, je sais pas, ouais, comment on se moque de nous. On nous a appris que la société civile est indépendante, non. Oui. N'est pas neutre. Elle est neutre, toujours. Mais comment toutes ces ONG-là sont parrainées, gouvernées, dirigées, encadrées par des ministres des Affaires étrangères. Et ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas le représentant de l'État. Hein? Mais comment peut-être en même temps une société civile et être aussi domestiquée par l'État? Pourquoi? On dit que non, s'ils font la promotion de la démocratie, ben là, ils font la promotion du droit de tous à la santé et tout et tout. Vous voyez que là, l'indépendance des ONG disparaît immédiatement. Comme par enchantement, oui. Ça disparaît. Mais que vont faire ces gens-là en Afrique? Non, c'est qu'il faut les sauver. Ils vont mourir bientôt. Ils vont disparaître. Si on ne vient pas en aide aux Africains, ils vont disparaître. Ils sont menacés par la misère, la famine. Et maintenant, la pandémie, entre guillemets, va les faire disparaître. C'est du racisme. Voilà le racisme dans son visage d'aujourd'hui. Et c'est pratiqué par des gens qui le matin, le jour, se gargarisent de droits de l'homme, mais Yves Le Drian, il se prend pour un super homme. Le matin, il parle, il dénonce le racisme, alors qu'il est un puissant raciste. Tous ces gens-là croient que non, vraiment, ils sont en train de lutter pour un monde meilleur. Ce sont des racistes, parce que justement, ils vont en aider, c'est pour vacciner les gens. Et dans leur vaccin, ils vont introduire les puces de M. Bill Gates et son tatouage quantique. Oh mon Dieu. Messieurs, racisme. On va revenir avec vous dans un instant. Le temps pour nous de prendre une pause parce que nous allons prendre justement l'artiste musicien Belka Toby en direct de Paris. Il a d'ailleurs fait savoir qu'il participait à cette édition le matin. On sait pertinemment que dans les réseaux sociaux ces derniers temps, il a eu d'ailleurs une prise de bec avec un autre artiste camerounais, la personne de Richard Bona. Il a besoin de donner d'ailleurs des éclaircies. Il en a donné d'ailleurs dans une chaîne, il faut le dire comme ça, de radio du côté de la France. Et nous voulons également la voir. Il a voulu parler justement sur notre chaîne DBS Matin de ce jour. Tout de suite et maintenant, nous allons prendre justement l'expert. Justement, l'artiste musicien Belka Toby est avec nous, justement en ligne depuis Paris. Belka Toby, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va comme les roulettes. D'accord. Vous êtes artiste musicien camerounais. Justement, vous avez eu une prise de bec justement sur les réseaux sociaux des temps avec un autre artiste musicien camerounais, en la personne de Richard Bona. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oh, bon, mais il n'y a pas une affaire en tant que telle. Moi, je ne pense pas ça comme une affaire. Mais si lui la prend, moi, je ne sais pas ce que je vois de mon côté. Il a eu à faire des sorties avec deux chansons. La première où il disait que le coq a tué l'oignon. J'ai fait la réplique. Il a fait encore une deuxième sortie avec Allo Coco. J'ai fait une réplique. Bon, peut-être que ça lui a pas plu. Moi, de mon côté, je voulais mettre les choses dans l'ordre, quoi, par rapport à ces sorties. Tout simplement. Justement, on fait savoir que vous l'avez fait savoir d'ailleurs vous-même. Oui, on vous suit. Pardon? Vous avez fait savoir d'ailleurs que vous êtes un homme de paix. Vous êtes un homme de paix, que votre but, votre objectif, c'est que les gens ne viennent pas justement au Cameroun, sur le territoire national camerounais, pour apporter justement la guerre. Vous êtes là pour la paix. En fait, moi, dans ma philosophie à moi, je me dis que l'artiste doit être un rassembleur, l'artiste doit apporter la paix, l'artiste doit être celui qui apporte la joie, l'artiste doit calmer les cœurs qui souffrent. Mais l'artiste ne doit pas être celui qui dit « Bon, je ne suis pas dans les lobbies, je dois
pour la paix quoi? L'artiste ne doit pas insulter son président. L'artiste doit être le point qui apporte la paix et non à l'unité de la guerre. C'est tout. Et vous, qu'est-ce que vous dites aux Camerounais Donc, aujourd'hui? en fait, moi, en tant qu'un artiste rassembleur que je suis, je me dis que tout devait se passer par un dialogue, mais pas par les armes. Donc, je n'aimerais pas que ceux qui suivent mon message se disent que je suis dans un parti politique. Non, je ne suis pas dans un parti politique. Mais si je pouvais être dans un parti politique, je devais être dans le parti politique pour la paix au Cameroun. Donc, tout ce que je demanderais à tous les Camerounais, sans distinction, c'est de ne pas prendre ce message parce que je n'aimerais pas que mon pays devienne comme la Libye aujourd'hui. Quand il n'y a pas la paix au Cameroun, s'il y a la guerre, vraiment, nous serons des grands perdants. C'est tout ce que je peux dire. Justement, quel est votre regard justement sur la politique aujourd'hui au Cameroun? Quel est votre regard sur tout ce qui se passe? On a d'ailleurs la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a également Boko Haram qui est de ce côté-là. Et sur les réseaux sociaux, ça bagarre à gauche et à droite. Vous, quel est votre regard? Bon, déjà, je n'ai pas le regard d'un politicien. J'ai le regard d'un citoyen camerounais. Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, par un dialogue national, nous sommes tous Camerounais, qu'on s'asseye autour d'une même table pour voir ce qui se passe. S'il y a vraiment à juger, que ça soit jugé en famille. Moi, j'ai grandi dans une famille où, quand ça n'allait pas, papa et maman se rassemblaient autour d'une même table pour voir ce qu'il faut faire. Nous sommes politiques aujourd'hui. Nous sommes rassemblés autour d'une même table pour en discuter. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous voulons tous, je pense que même tous ceux qui réclament ce qu'ils n'ont pas, c'est pour qu'ils apportent. Ils veulent vraiment un Cameroun qui va de l'avant. Mais nous n'allons pas vouloir un Camerounais qui va de l'avant avec la guerre. Mais je pense que c'est avec le dialogue. C'est tout ce que je pourrais dire à tous les hommes politiques camerounais. Il y a également le problème de racisme, hein, il faut le dire comme ça. Je pense que je me fais... Voilà. Il y a également le problème de tribalisme, pas de racisme. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux ces derniers temps-ci, les gens se mélangent d'ailleurs là-dessus. On parle Bamileke, on parle de Betty, on parle de Bassa et tout ce qui va avec. À un moment donné, vous qui êtes parfois du côté de l'Europe, comment le ressentez-vous? Bon, je suis quelqu'un qui ne se balade pas beaucoup. Mais je ressens la haine à travers les réseaux sociaux. C'est dans un pays que ce soit les Bamileke, les Bassa, les Doua, les Devono, les Daouda, toutes ces ethnies-là, c'était pris comme son frère. Moi, par exemple, je prends mon cas. J'ai l'enfant avec une Bamileke. J'ai l'enfant avec une Bamileke dans la même maison. Donc, ça veut dire que le tribalisme n'est pas dans ma tête. Bon, je me dis aujourd'hui, ces hommes politiques qui veulent nous diviser,
je leur demande d'arrêter. Parce que ce n'est pas ça qui va faire le Cameroun de demain. Il faut qu'ils soient des rassembleurs. Donc si ça ne va pas au Cameroun, qui s'asseye, en fait je suis en train de me répéter, je dis bien qui s'asseye autour d'une même table pour en discuter. Parce que c'est le peuple qui subit. Quand je regarde les morts, tous les gens qui sont morts au nord-ouest, c'est nous qui souffrons. Donc c'est le peuple qui souffre. Il ne faut pas que les hommes politiques soient là pour allumer le feu de la guerre. Il ne faut pas que les hommes politiques soient là pour diviser les artistes. Parce que je prends l'exemple de la chanson. Oh, mon collègue a parlé du coq, moi j'ai répondu non. Ça pouvait s'arrêter là. Là où j'ai parlé, il a parlé de Foucault, moi j'ai parlé pour la paix, mais ce sont les gens politiques qui sont derrière là. Ceux qui veulent diviser les Camerounais, qui excitent à la haine. Moi je dis bien, je suis pour la paix, je ne suis pas pour la haine. Je ne veux pas que mes fans d'hier ou d'aujourd'hui se disent que Berka Tobi fait partie d'un parti politique. Je suis pour le parti de la paix. Le parti de la paix. Il ne faut pas que les bandits se disent que Berka Tobi est pour les petits. Berka Tobi est pour ceux-ci, quel parti? Ou pour Kato, pour Bia ou pour ceux-ci. Non. Je suis au milieu de tout cela. L'artiste doit être un rassembleur. Moi, je suis un rassembleur. Et je continue encore à dire, moi, je ne mâche pas les mots. Nous avons la chance de voir quelqu'un comme M. Biya. Beaucoup de nous n'auront pas la chance d'avoir son âge. C'est quelqu'un de 87 ans. Même s'il y a des reproches, il y a une façon de reprocher. Avec... moi, j'ai grandi, je dis bien, dans une famille, on m'a appris à respecter les aînés. Ça ne veut pas dire que l'aîné ne peut pas être en erreur. L'aîné ne peut pas être autiste. Mais il y a une façon de parler à un aîné. Donc, ce sont mes sorties, peut-être, ma franchise, la façon de dire la vérité, peut-être chaud. Mais je suis naturel. Je suis naturel sans créer la haine autour de moi. Peut-être je peux créer la haine sans le savoir. Mais je dis tout simplement une vérité. Où on m'a appris les lois de la vie. Respecter les aînés. Justement, je ne sais pas si vraiment je réponds à vos questions. Vous répondez justement à nos questions. Pour terminer justement cet entretien, vous avez sorti justement un morceau qui fait d'ailleurs le tour des réseaux sociaux ces derniers temps-ci, qui fait d'ailleurs très mal. C'est Blabla. C'était pourquoi? C'était pour quel objectif? Bon, c'est la seule crainte en fait, le Blabla là. C'est pas une façon d'attaquer. Mais je dis que le blabla ne sert à rien. Tous ceux qui font du blabla ont l'eau dans la tête, dans leur tête. Évitons du blabla. Au lieu de faire du blabla, je préfère qu'il y ait le dialogue autour d'une même table. Et je dis bien, parce que à travers mes sorties, ceux qui ne sont pas avec moi me traitent de lait. Mais si je vais avec eux, et je vais dire que Berka Tobi c'est un beau garçon. C'est pas si je me fais comprendre. On se je comprend. dis que ça c'est du blabla. Juste parce que je ne suis pas, ça veut dire, je n'entre pas dans ces bêtises-là. Dans la bêtise de diviser les Camerounais. C'est parce que, ça veut dire, je trouve ça comme du blabla. Juste parce que je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne suis pas ton ennemi. Mais juste parce que je ne suis pas d'accord avec toi, tu me traites de lait. Tu me traites de quelqu'un qui est pauvre. Tu ne veux même pas reconnaître que Berka Tobi existe musicalement au Cameroun. Je pense qu'aucun Camerounais dans le monde ne peut nier ma valeur artistique. J'ai fait danser tous les Camerounais. Je dis bien tous les Camerounais, que ce soit les Bamileke, les Bétis, les Douala, les Aoussa. J'ai fait danser tous les Camerounais. Je fais danser tous les Camerounais. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, parce que Berka Tobi
veut la paix dans son pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la guerre. Je ne dis pas que les gens ne sont pas tués au nord-ouest. Non, je ne dis pas non. Mais si on continue à allumer le feu de la guerre, mais tout le monde sera tué à ça au Cameroun. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre pays? Est-ce que c'est ce que les hommes politiques veulent pour le Cameroun? Je dis non. Je dis arrêtez ça. Arrêtons ça. Parce que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre. Nous voulons un Camerounais qui avance. Nous ne voulons pas un Camerounais qui recule après 60 ans d'indépendance. Aujourd'hui, peut-être je suis mal vu pour mes vérités. Je dis bien pour mes vérités. Mais ça ne veut pas être ainsi. Hein? Parce que quand il y a la guerre, il y a des familles qui souffrent. Quand il y a la guerre, ceux qui ont construit au Cameroun des immeubles, des hôtels, mais ils sont perdants. C'est tout le monde qui est perdant. Est-ce que vous voulez voir le Cameroun reculer comme vers les années 40? Je dis non. On doit avancer. Merci beaucoup à l'artiste. On doit avancer positivement, pas négativement. Merci également d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Belka Tobi, artiste musicien. On vous appelle d'ailleurs la méga, la giga, la web star. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin avec nous au téléphone pour toutes ces vérités. Vous voulez un Cameroun de paix, vous voulez un Cameroun libre. Merci d'avoir été là ce matin. Et bon vent. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye. Voilà, messieurs, nous avions là Belka Tobi au téléphone avec nous depuis Paris. Vous avez des réactions, messieurs, rapidement sur le sujet? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, mais c'est un citoyen du Cameroun qui, sur le plan artistique, est un citoyen du monde. Voilà. Donc, il a le droit d'avoir ses idées. Ce que je partage avec lui, c'est cette tendance à tuer quelqu'un parce qu'il a exprimé son idée. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans le paysage politique, dans le paysage social camerounais. Il faut arrêter ça. C'est inacceptable. Je partage ça avec lui. Belka Tobi a le droit d'avoir ses idées. Monsieur Richard Bona a le droit d'avoir ses opinions. Ce qui est important, c'est la validité de tes opinions. C'est la qualité de ton opinion. C'est la pertinence de ton opinion. Ça se dégage tout seul. On n'a pas besoin de crier pour ça. C'est-à-dire que ça pèse. Cette intolérance qu'on a installé dans le paysage sociopolitique camerounais, c'est ça qui est dangereux. Mais je voudrais lui rassurer, hein, ça va pas prospérer, ça n'ira pas loin. Justement. Donc, ce n'est pas Richard Bona qui va mener la guerre au Cameroun, c'est un musicien. Point. Ce qu'il dit n'engage que lui, et ceux qui l'écoutent, et ils ne sont pas très nombreux. Hein. C'est parce que les gens font le bruit dans les réseaux sociaux qu'on croit qu'ils sont nombreux, et plus organisés que les Camerounais qui ne parlent pas. Nous avons toujours dit que le Cameroun a la capacité de se défendre et il se défend bien. Le Cameroun et les Camerounais ont les capacités de neutraliser les gemmes de la guerre, de neutraliser tous ceux qui ont pour projet de faire exploser le pays par des stratégies tribalistes, des stratégies d'oppositions africaines, comme disait Oumyobé. On a ces moyens-là et ils vont toujours se casser le nez, ils vont échouer. Donc je voudrais rassurer Belka Tobi pour dire que les artistes ont le droit d'avoir leur point de vue. Leur point de vue, surtout leur opinion. Vous également, vous êtes d'accord avec ça, Simo? Disons, moi, je suis complètement contre c'est-à-dire le combat des hommes. Il faut combattre les idées et non les hommes. Il faut laisser les hommes à part et combattre les idées. Quelqu'un a un projet. Discutez sur son projet, ne discutez pas sur la personne, laissez la personne hors. Quand vous commencez à parler des êtres humains sans parler de leur projet ou bien leur déclaration, c'est-à-dire il n'y a aucune raison de rentrer, de combattre les personnes. Combattons les idées, discutons sur les idées promues par les autres. Parce que c'est les idées qui peuvent nous permettre de promouvoir notre société. Ce n'est pas les personnes. Les personnes meurent, mais les idées restent. Si aujourd'hui on parle de Oumyobé, on parle de ses idées, on ne parle pas de la personne. Parce que si on devait dire Oumyobé était enseignant, il ne doit pas donner ses idées. C'est une hérésie, c'est une bêtise. Je dis encore une fois, moi je suis UPCiste.
Je suis UPCiste. Je ne vais jamais combattre les êtres humains. Je combats les idées. Vous apportez une idée, votre idée que vous avez dit, c'est pas bon. Mais je ne veux pas dire que pourquoi c'est lui. Parce que c'est comme si vous pointez la lune. Au lieu qu'on regarde la lune, on regarde votre doigt. On regarde justement votre doigt. C'est une bêtise. C'est une grosse bêtise. Ça qui nous amène dans des conneries où on ne s'en sort pas. Bon, je voulais emblayer sur mon frère Banakan, il a dit quelque chose là tout à l'heure. Il a parlé des ONG. Oui. Quand on parlait de... Justement, le sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin. Oui, mais attendez. Mon frère Banakan, ONG c'est quoi? Qui a fabriqué les ONG? C'est la main qui donne, qui ordonne. Quand les gens se mettent derrière leur patron pour aller revendiquer, pourquoi vous en... C'est leur patron, c'est normal, ils sont dans leur rôle. Moi je veux que vous soyez surpris. C'est tout à fait normal. Une ONG. Vous pouvez me dire dans votre langue maternelle, c'est que c'est une ONG. Les anciens ont fabriqué leur histoire. Ils contrôlent et vous voulez qu'ils changent. Pour quel intérêt? Et des Africains qui disent que je suis une ONG. Et on parle de droits de l'homme. Il n'y a jamais eu de droit de l'homme. C'est le droit de la mort. Il n'y a que les droits de la mort. Il n'y a jamais eu de droit de l'homme. Jamais de la vie. Donc il faudrait que les gens comprennent. Il faudrait que les gens comprennent que les histoires qu'on raconte, le droit de l'homme, ça n'a jamais existé. Jamais existé. Jamais. On a passé tout le temps à tuer des Noirs. Vos histoires que vous appelez l'ONU, ils sont là. Ils donnent les armes, ils donnent l'argent, ils donnent l'ONU. C'est-à-dire l'ONU. L'ONU. Et vous voulez qu'on parle de quoi? Non, je vous dis encore une fois, il faut qu'on arrête. Les Africains doivent sortir de toutes ces histoires-là. C'est pour ça que je passe tout mon temps à dire que les Africains sont les seuls à qui on tourne la tête en leur absence. L'ONU, on a fait ça quand? L'OMS, toutes ces histoires, l'UNICEF, l'Organisation mondiale du commerce, c'est quoi? En quoi ça nous concerne? Est-ce qu'on était là quand on crée? Quel était notre point de vue là-dedans? Et on rentre là-dedans comme ça, on nage là-dedans, ils viennent, ils racontent n'importe quoi, on suit. Non, il faut mettre un terme à cette histoire. Tant que l'Africain n'est pas sorti de cette histoire-là, on va passer tout le temps à dire l'ONU, l'OMS. Voilà une autre histoire. Le Covid-19. Tout à l'heure, on a parlé des plus qu'on doit greffer sur les gens pour les commenter à distance. Et les Africains sont là, idiots, on accepte. Les gens viennent en Afrique, ils disent qu'ils donnent de l'argent, que l'argent. On a besoin d'argent des autres. Votre mot de fin, parce que nous sortons de cette édition de DBS ce matin. En réalité, Ngos, il faudrait qu'on comprenne que notre pays est à la croisée des chemins, oui. Et le monde noir est à la croisée des chemins. Si on ne se met pas ensemble pour défendre nos droits, on va se mettre ensemble pour mourir. Ensemble, on peut se défendre, mais seul, on ne peut pas se défendre. Il faudrait qu'on se mette ensemble parce que tu sois catholique, musulman ou n'importe quoi, quand tu vas dans un secteur, dans un coin, dans un pays, quand les Blancs veulent te tuer, ils ne demandent pas à quelle religion tu appartiens. On tue le noir et on ne tue pas la religion. On tue le noir. Tu es baptisé, tu es musulman, tu es n'importe quoi. On tue le noir. En Libye, quand tu traverses la Libye pour aller en Occident, tu es musulman, tu es catholique, on te prend, on fait de toi l'esclave. Justement. Voilà. Président Badakani. Je disais que tout à l'heure, je répète ça, le malheur de ce monde, c'est la question du noir. Et les gesticulations qu'il y a autour de ces manifestations ne vont pas masquer le fait que le problème du monde, justement, c'est la question du noir. C'est-à-dire ce refus d'admettre que le noir, c'est un être humain. C'est une blessure béante. C'est une blessure béante qui est en train de pourrir l'humanité. Et l'humanité est en train de se putréfier par son incapacité d'affronter ce problème. C'est là qu'il s'agit. Donc, vous ne pouvez pas cracher en l'air, vous croyez que ça va aller tomber sur le nez de quelqu'un d'autre. L'Occident a craché en l'air, ça le tombera sur son nez. Claire. Malcolm X l'a dit, j'aime répéter ça, Martin Luther King l'a dit, les véritables humanistes européens occidentaux leur ont prévenu, ça fait des siècles, que la haine qui a été élevée au niveau d'une démarche politique, d'une démarche géopolitique, d'une démarche stratégique pour conquérir le monde, en détruisant tout sur son passage, cette haine-là n'ira pas ailleurs. Elle va revenir en Occident et sur les Occidentaux. Nous espérons qu'ils vont se rattraper. On l'espère. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là. Simon, merci d'avoir été là ce matin, malgré la pluie. Président Badakani, merci également d'avoir bravé, il faut le dire, hein, la météo aujourd'hui pour être là ce matin. Par amour pour DBS. Par amour pour DBS. Et pour toi. Merci en tout cas pour cet amour qui me va droit au cœur. Mesdames, messieurs, comme le disait Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté
de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition de l'IBS Matin. Eh bien, restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.